Je suis ravi de faire ce point avec vous sur la sclérose en plaques cette année. C'est une année un peu particulière, une année charnière, et puis c'était aussi une année anniversaire, puisque ça fait 25 ans qu'a été rapporté les tout premiers patients traités par autogreffe. Alors, si on veut faire un zoom sur l'activité française, voyons voir un peu ce qui se passe en Europe. Je vais passer rapidement sur ces données de l'EBMT qui concernent à peu près 3000 procédures, dont 2800 autogreffes. Et on voit que sur ces 3000 procédures, eh bien, il y en a à peu près la moitié qui concerne des scléroses en plaques au niveau européen. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que d'autres indications émergent et je serai vraiment très attentif au prochain topo sur ces nouvelles indications. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vous ai dit à peu près la moitié des procédures enregistrées, mais finalement, quand on regarde la proportion au cours de ces dernières années, c'est entre 2 tiers et 3 quarts des patients qui, en Europe, ont chaque année une autogreffe dans une sclérose en plaques. Donc vraiment, la plus grande majorité des indications concernent la sclérose en plaques, en tout cas lorsqu'on a cette vision européenne. Ce qui est un petit peu plus décevant, c'est de voir la position de la France par rapport à nos collègues italiens, nos collègues anglais, suédois. Nous, on est vraiment loin derrière. Et si on rapporte par rapport à la population française totale, il n'y a pas photo. On a vraiment un énorme retard par rapport à nos collègues. Et là encore, sur cette vision européenne, on voit bien que le nombre d'autogreffes à partir du milieu des années 2000 ne fait qu'augmenter. Alors, qu'est-ce qui se passe en France ? Les premières autogreffes ont été réalisées en 1998 en France. Et puis, on voit que les choses ont vraiment du mal à décoller. Au dernier recensement, mais je ne sais pas s'il est complètement exhaustif, on était à 4 patients dans l'année. Concernant les centres, alors effectivement, à Lille, moi j'ai pu voir quelques patients, mais 8 patients, ça ne fait pas de moi un spécialiste. Les spécialistes, ils sont devant moi, c'est le professeur Bird, c'est le docteur Saccardi, et c'est surtout à partir de leurs travaux que je vais pouvoir continuer mon exposé. Donc il faut vraiment qu'on puisse améliorer cette activité, et pourtant on a des centres qui sont motivés, comme on l'a vu récemment. Alors, on a 23 patients dans la cohorte française, c'est vraiment une toute petite photo. Ce sont des patients qui, au diagnostic de leur CEP, avaient 27 ans et puis qui ont été greffés vers l'âge de 40 ans. Alors, on n'a pas toutes les données, mais c'est des patients qui étaient déjà relativement handicapés, avec un EDSS à 6, et puis avec des formes finalement très non homogènes de CEP, des relapsing remittantes, des progressives, des secondairement progressives ou des primitives primaires. Donc vraiment une population très hétérogène. Et puis il y a eu 4 décès qui ont été enregistrés. Alors sur ces 4 décès, il y a 2 décès tardifs qui ont été enregistrés à 12 ans et 11 ans après la procédure. Et puis il y a quand même eu 2 décès précoces, donc qui doivent être analysés, précoces liés à la procédure. Donc un décès en 99 et malheureusement un décès l'année dernière. Alors cette question de la TRM, elle est vraiment importante et ça a peut-être été un frein au développement de ces techniques en France. Et je voudrais vous montrer quand même quelques diapos pour dire qu'on a progressé. Cette TRM, eh bien, elle a évolué au cours des décennies et on peut estimer, alors ça, ce n'est pas que pour la sclérose en plaques, c'est pour l'ensemble des procédures d'autogreffe pour une maladie auto-immune, elle est passée de 7% à 1,2%, en tout cas sur les données de 2011 à 2015. Donc il y a eu des progrès et on voit que la survie augmente de façon similaire pour ces patients. Un facteur très important, et ça, Dominique Farr, je l'avais déjà montré il y a 10 ans, et je pense que c'est encore d'autant plus d'actualité, c'est que un des facteurs de risque de ce décès précoce, il est lié à l'expérience.
Et ça, on l'avait déjà montré il y a 10 ans, il faut s'adresser à des centres qui sont expérimentés dans ces procédures d'autogreffe. Finalement, les autres paramètres, en tout cas sur cette série-là, ne sortaient pas comme un facteur prédictif de risque de décès. Donc l'expérience est vraiment à prendre en compte pour la sécurité des patients. Là encore, une petite diapo pour vous montrer où se situe l'activité d'autogreffe dans la CEP par rapport à d'autres indications comme la maladie de Crohn ou la sclérodermie. Finalement, c'est une des procédures qui marche le mieux. On voit bien que le taux de rechute ou de progression est le plus faible. C'est la procédure qui est en tout cas une des plus sûres. C'est les mortalités liées à la procédure les plus élevées, on les voit plutôt dans le groupe de la sclérodermie systémique. C'est normal, c'est une maladie qui atteint plusieurs organes. Ce sont des patients qui peuvent avoir des atteintes pulmonaires, des atteintes cardiaques. Donc on comprend que cette TRM soit un petit peu plus élevée dans ce sous-groupe. Et puis, c'est finalement les patients qui ont une sclérose en plaques et qui ont une maladie de Crohn qui auront la meilleure survie. C'est malheureusement, là encore, les patients avec sclérodermie qui ont la plus mauvaise survie. Donc pour un hématologue, finalement, c'est une très bonne indication puisque ça marche bien, on rechute moins. Et elle est plutôt facile à réaliser puisque finalement la mortalité est extrêmement faible dans ce groupe-là. Alors, là encore, quelques éléments de réflexion sur la sclérose en plaques et pour essayer de trouver quel pourrait être le bon candidat. Alors, je vous ai mis un travail que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant qui part de la comparaison de deux bases de données. Je pensais que cette diapo passerait un petit peu mieux, je m'en excuse. Une base de données américaine, c'est le CIBMTR, et le BMT. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des différences entre ces deux bases de données qui vont peut-être permettre de mettre en évidence des facteurs prédictifs de réussite. Ce que l'on voit, c'est que sur la base européenne, on a des patients un tout petit peu plus jeunes, entre 20 et 30 ans. Par contre, ce qui ne change pas, c'est que dans ces deux groupes, ce sont des patients qui sont déjà avancés dans la maladie avec un EDSS à 6,5 et des patients qui ont déjà reçu plus de 2 traitements, au moins pour 50% des patients de la base européenne, avec, c'est ça qui m'a un petit peu surpris, des patients qui finalement sont surtout greffés pour une forme secondairement progressive de la maladie. Alors on va voir par la suite qu'on peut peut-être nuancer ces formes secondairement progressives, mais en tout cas c'était la majorité des patients dans les deux groupes. Le groupe relapsing remitting ne représentait qu'entre 10 et 20% des patients. Donc ce sont des patients qui ont surtout été greffés après 2000. Je me suis intéressé au conditionnement, puisque moi, c'est une question qui me taraude depuis déjà plusieurs années. J'ai quelques opinions là-dessus. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait plusieurs modalités de conditionnement entre ces deux groupes. Un conditionnement dit high intensity pour 40% dans la base américaine, et puis, ou alors low intensity pour le fameux endoxan SAL pour un tiers des patients. Et finalement, c'est le groupe européen qui utilise un conditionnement dit intermédiaire avec 50% des patients. Alors voici les résultats. La survie, donc on va dire sans rechute de la maladie, ce ne sont pas des courbes de survie globale, c'est vraiment la survie sans la maladie, et bien grosso modo on a un palier qui est à 50% à 4 ou 5 ans. Par contre, si on regarde en fonction de votre âge, les résultats commencent à devenir intéressants et on voit bien que pour les patients de moins de 30 ans, que pour les patients de moins de 37 ans, les résultats sont quand même bien meilleurs qu'après 38 ans. Autre chose à prendre en compte, c'est le statut de la maladie. Les résultats sont bien meilleurs pour les formes relapsing remitting. Et puis, ça ne saute pas aux yeux quand on regarde la courbe, mais finalement, effectivement, si vous avez eu 1 ou 2 traitements versus 3 ou plus, les résultats, en tout cas c'est statistiquement significatif, sont moins bons pour ces patients-là. Donc il commence à se dégager un profil de patients jeunes avec une forme rémitante
de la maladie et pas trop traitée. Ce qui manquait peut-être pour vraiment discuter de cette stratégie, c'est comment la placer dans le parcours du patient, et ce qui manquait, c'était des résultats d'essais randomisés, dont je vous parlerai après. Là encore, pour finir sur quelques informations intéressantes, ce qui va influencer la survie sans progression et la survie globale. Finalement, le DSS apporte peu pour la survie sans progression, mais est un facteur vraiment majeur de survie globale. Il n'y a pas de différence dans les conditionnements high versus low en termes de survie sans progression. Il y a peut-être une toute petite différence en termes de survie globale. Et si on compare le fameux BIM contre les autres types de conditionnement, il n'y a aucune différence en termes de PFS et de survie. Par contre, ce qui est clair, c'est que là encore ressort le fait d'avoir une forme relapsing remitting donne de bien meilleurs résultats en termes de PFS et de survie globale. Donc là aussi, on voit bien, hein, dès que vous avez un EDSS supérieur à 7, la survie globale diminue énormément. Donc on le voit bien finalement dans nos pratiques. Depuis 1995, eh bien, la proportion de patients présentant une forme secondairement progressive diminue au profit des patients qui ont des formes relapsing, remitting de la maladie. Et puis là aussi, on le voit en termes de conditionnement, on a cette modification et on voit bien que c'est maintenant le conditionnement de type endoxan ATG qui fait ma préférence actuellement, qui est principalement utilisé comme conditionnement. Donc ce que je vous disais, ce qui manquait peut-être, c'était des essais randomisés pour essayer de trouver une place à cette stratégie dans le parcours du patient. Eh bien, c'est chose faite, c'est vraiment un très très gros travail qui a été publié il y a un an, tout juste. C'est le travail de Richard Burt, alors c'est long, hein, il faut 11 ans, 11 ans pour recruter 110 patients avec des critères simples d'une maladie relapsing remitting qui présente au moins 2 rechutes dans l'année précédente sous traitement de fond bien conduit avec un EDSS entre 2 et 6. Donc il y avait 4 centres, un centre américain, un centre européen, c'est John Snowden, et puis il y avait la Suède, voilà, et un centre brésilien. Donc les patients étaient randomisés pour recevoir le conditionnement endoxan SAL classique ou bien un autre traitement de fond qui était laissé à l'appréciation du neurologue avec comme objectif primitif eh bien, la progression de la maladie. Alors, je vous mets ce petit flowchart qui n'est pas facile à lire, mais qui montre bien la sélection des patients. On part d'une cohorte de 926 patients, et puis que ce soit sur dossier ou sur entretien, eh bien, on voit que beaucoup de patients ne sont pas éligibles à la procédure parce qu'ils n'ont pas eu les critères de progression dans l'année, parce qu'ils ont des formes primitives ou secondairement progressives de la maladie, ou parce que déjà leur EDSS est supérieur à 6. Donc vraiment une sélection très minutieuse et pointilleuse des patients, ce qui fait qu'au final 110 ont pu être randomisés, 55 dans le bras autogreffe, finalement on a des données sur 52 patients, et 55 dans le bras autre traitement de fond, sachant qu'il pouvait y avoir un crossover. Si les patients évoluaient dans l'année sous traitement de fond, ils pouvaient rebénéficier d'une autogreffe. Donc là, les résultats sont pour moi sans appel. C'est que lorsque vous êtes dans le bras comparateur, qui est le bras autre traitement de fond, eh bien vous avez déjà 50% de vos patients qui ont progressé dans l'année, alors qu'on est à peine à 10% à 5 ans dans le bras autogreffe. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que le DSS s'améliore dans le bras autogreffe. On perd 1 point de DSS, alors que votre DSS s'aggrave lorsque vous êtes dans le bras comparateur. Donc c'est sur cette littérature et sur cette
expérience, eh bien, nous aussi, on a pu, l'année dernière, publier nos recommandations. C'était des recommandations francophones. On a pu s'associer à nos collègues belges pour établir ces recommandations. Et voilà, alors nous aussi, on a dû parler d'un âge pivot qui est de 60 ans, mais on est ouvert à la négociation et au dialogue. Il y a un EDSS qui doit être inférieur à 6. Et puis, surtout, c'est une activité inflammatoire qui est définie dans les formes rémitantes comme une augmentation du score EDSS avec au moins une prise de gadolinium chez un patient en échec de seconde ligne. On ne ferme pas la porte aux formes progressives de la maladie à partir du moment où, là encore, le clinicien, le radiologue ont pu montrer que dans cette forme progressive de la maladie, il y avait une poussée significative sur le plan clinique et que, là encore, il fallait un critère iconographique pour valider cet aspect inflammatoire de la maladie. Donc, ces patients sont discutés lors de notre RCP où on va s'assurer de la bonne indication à la greffe et il faut vraiment que ce soit le neurologue référent du patient qui présente le dossier parce qu'on va lui poser beaucoup de questions sur l'histoire de la maladie, sur la clinique. Et nous, en tant qu'hématologue, on va surtout s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication par la suite. On va pouvoir discuter du conditionnement le plus adapté au patient et puis on va pouvoir adresser le patient à un centre expert qui accrédité JACI pour que cette procédure se fasse dans les meilleures conditions de sécurité. Voilà, merci pour votre attention